le rapport accablant de NDI. Vie Africa, de vous à nous, hein. Qu'est-ce que NDI a dit aujourd'hui que nous n'avons jamais dit? Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait même organiser une live spéciale pour NDI. C'est comme si nous sommes en quête de validation. Et si nous sommes en quête de validation, on risque de donner du crédit au rapport de ces institutions internationales qui sont parfois des institutions corrompues et souvent impérialistes. Vous voyez, des institutions qui peuvent vaciller au gré du vent selon les intérêts. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on doit même les plébisciter. Je pense qu'on peut même on peut dire que bon, le NDI vient de nous rejoindre peut-être, mais ils n'ont rien dit d'extraordinaire parce que quand je fais le tour du rapport, qu'est-ce qu'on n'a jamais dit? On dit, je lis ici, constat, le Bénin connaît une régression démocratique notable depuis 2016. Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit ici? On dit les réformes politiques et électorales ont réduit le pluralisme. Rien d'extraordinaire. Le pays reste institutionnellement stable, mais moins compétitif politiquement. Ça, on sait. On dit maintenant sur les élections. Les conditions d'accès aux élections sont jugées restrictives pour l'opposition. Mais nous, on savait ça depuis quand? Depuis 2019, nous, on savait déjà ça. On dit ici, les réformes du système partisan ont favorisé de grands blocs proches du pouvoir. Les deux partis mamelles du parti Talon, on les connaît. BR et UPR. On sait ce qui est là. On dit les élections récentes ont manqué de crédibilité et d'inclusivité selon le NDI. Bon, crédibilité, pour nous, il n'y a même pas élection. Eux, ils ont même donné le sens à ce qui s'est passé. Pour nous, c'était une comédie, c'était une dénomination. NDI a été même trop gentil en disant, bon, les élections, non. Nous, on sait qu'il y a eu nomination récente. Nous souffrons de gaspillage des fonds publics parce qu'on aurait quand même économisé pour passer à autre chose. Donc, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Je continue ici. Le rapport dit encore ici sur les libertés publiques. Réduction de l'espace civique. Réduction de l'espace civique. Est-ce que les citoyens béninois peuvent parler librement? Est-ce que nous avons encore de vrais citoyens qui pensent réellement la société civile est où aujourd'hui? Ce n'est pas le NDI qui va nous l'apprendre. On le savait. Pression sur les médias, les opposants et la société civile. Nous, on le savait depuis 2017. Depuis que Soleil FM, les gens ont brouillé les zones de Soleil FM. Que vous vous souvenez quand même que nous avons quand même vécu des comportements de voyous dans ce pays. Nous avons connu des comportements de voyous et nous avons vu le lacisme qui ne dit pas son nom de notre gouvernement. À qui profitait ce crime-là? Quand les gens brouillaient les ondes d'une radio du Bénin. On brouillait les ondes, c'est-à-dire, vous allumez sur la FM et c'est une musique. C'est que les gens là même donnaient, on jouait la musique qu'on veut sur Soleil FM. Et impossible, difficile que Soleil FM puisse émettre ces informations. Nous avons vu ça. Nous avons vu Gov TV récemment. Gov TV, c'est même plus récent parce que lui, il a commencé par dénoncer l'impérialisme, pas parler des attaques au niveau... Non, pas même des attaques. Pas expliquer, comprendre, investiguer sur ce qui crée des coups d'État au niveau de la sous-région. Mais c'est normal qu'une chaîne de télévision puisse quand même faire ce travail-là. Mais Gov TV est où? Est-ce que nous avons attendu NDI pour savoir tout ça, pour dénoncer tout ça en ce temps? On n'a pas attendu NDI. NDI est venu trop tard dans un monde trop vieux. Et prochainement, moi, je ne veux pas ces médecins après la mort. C'est mieux qu'ils viennent plus vite au moment où vous dénoncez, qu'ils viennent plus vite. Et puis, ensemble, on dénonce que d'attendre le dernier moment où les dés sont pipés de venir jouer. Non, moi,
Je ne suis pas avec ces gens de bêtises-là. Hein. On continue. On dit ici que le climat de la peur, de peur politique est évoqué par plusieurs acteurs. Bon, ça là, peut-être que c'est de nous qu'on parle. Hein. Nous l'avons évoqué beaucoup plus. Voilà. Maintenant, ici, on nous dit ici, hein, sur la gouvernance de l'état de droit, on dit institution fonctionnelle, mais perception d'instrumentalisation de la justice. Bon. Cette instrumentalisation de la justice, parlons-en. Ça a commencé quand? Ça a commencé dès la prise de pouvoir de Patrice Talon. Pourtant, Patrice Talon nous avait promis, avant de prendre le pouvoir, qu'il allait faire en sorte que la justice soit réellement indépendante et que le président de la République ne siège plus au Conseil supérieur de la magistrature. Mais quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé son emprise encore sur notre justice. Il a intégré des allogènes au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Avant, il y avait seulement le président de la République qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y avait le ministre de Justice qui est le ministre de tutelle. Et après qui? Peut-être le ministre de la fonction publique. Bon, parce qu'il s'agit maintenant des carrières des magistrats. Bon, à part ça, Patrice Talon est venu, il a ajouté le ministre des Finances. C'est-à-dire, il avait commencé par préparer son poulain dès le début à la prise de pouvoir. Il a ajouté Wadaï au Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que le ministre des Finances vient faire au Conseil supérieur de la magistrature? Donc, sur 7 membres qui siègent au Conseil supérieur de la magistrature, le gouvernement a seulement lui seul 4 membres. Sans oublier que les autres, le président de la Cour suprême et autres là, c'est le gouvernement qui a beaucoup plus de marge de manœuvre pour les nommer. Donc, apparemment, il contrôle la justice. Donc, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Patrice Talon a eu une volonté dès le début d'instrumentaliser la justice, d'embrigader la justice. Et ça a été montré dans les faits. Donc, c'est à partir de ce moment que NDI serait déjà venu pour nous dire, bon, écoutez, ce que nous voyons là, il y aurait tel. Mais ce n'est pas maintenant NDI va venir nous dire ça. C'est depuis ce temps que NDI va sortir. Écoutez, évitez les hypocrisies, les institutions hypocrites comme ça. Et moi, je serai vraiment... Moi, je ne suis pas en quête de validation, en fait. Je sais ce qui je suis, je connais mon pays, et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne du dehors pour dire, ah, ton cri de cœur, oui, tu as raison. Non, je n'ai pas besoin qu'il me dise que j'ai raison, parce que ce que je dis, c'est logique. J'aurais aimé que dès le début, qui m'a vu en danger, qu'il vienne pour dire, ah, mon frère, mon voisin, vous avez un souci, oui, il a fait ceci, et en même temps prendre le truc avec nous. Ils étaient où? Ils étaient où quand ils ont tiré sur des gens à Kagyaou, ces institutions-là? Ils étaient où? Donc, Patrice Talon avait une volonté d'instrumentaliser la justice, d'embrigader la justice. Et après ça, malgré qu'il a eu le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une cour d'exception qui est la criette aujourd'hui. Et quand est-ce qu'il a inventé la criette? Après avoir échoué à emprisonner son bienfaiteur, Adjamon Sébastien, qui a fait qu'il soit au pouvoir. Lorsque Adjamon Sébastien, dans l'affaire de 18 kg de quelque chose plus, a été arrêté dans des conditions totalement merdiques, totalement ridicules, on ouvre un conteneur, on va déposer des trucs sous ce lait, on va déposer à l'entrée du conteneur, on dit bon, et puis dans un pays, et puis personne n'en parle, c'est tellement ridicule. Même, il n'y a même pas de finesse, il n'y a même pas de professionnalisme dans les complots. C'est-à-dire, nous sommes tellement bas. Et puis, malgré cette médiocrité, même dans les complots, on continue, on veut forcer les gens à croire. Il faut quand même être intelligent quand on veut organiser certains complots. Il faut quand même être intelligent parce que la logique ne tient pas. Parce que nous excusez-nous d'être complotistes, de croire à ces complots parce que ça ne tient pas la route. Qu'on ouvre un conteneur, qu'on dépose des trucs. Et puis, il y a un tribunal qui a statué et qui a relâché Adjamon Sébastien au bénéfice du doute. Et ce dossier est classé définitivement. Et bien après, on va inventer une cour d'exception et on va ressusciter des dossiers. C'est comme si, c'est pas possible, quoi.
On va ressusciter le dossier du Adjavon pour lui foutre 20 ans. Mais il y a longtemps, ce n'est pas maintenant qu'un DI viendra nous chanter ça. Depuis qu'Adjavon était parti et allé en exil, il fallait le comprendre. Je vais encore, ne soyez pas pressé, parce que moi, je prends tout mon temps. Je prends tout mon temps. Je vais parcourir le rapport un peu, et puis voilà. On parle maintenant on dit forte centralisation du pouvoir exécutif. Ça, on le sait. Faible contre-pouvoir parlementaire effectif. Faible. Le mot faible même, c'est une insulte à au peuple béninois, à notre intelligentsia. Il n'y a pas de faible contre-pouvoir. Ça n'existe pas. Le contre-pouvoir n'existe plus au Bénin depuis très longtemps. Même les 28 députés là, des démocrates récemment qui sont allés chercher des salaires politiques à l'Assemblée nationale, et au vu de ces salaires politiques, ils ont fait des compromissions, et des compromissions qui leur ont coûté cher. Ces 28 députés n'ont jamais joué un rôle au Parlement. C'était comme des marionnettes, des marionnettes. Mais ils étaient comme des briques de 15. Mais dites-moi, les démocrates ont joué quel rôle quand ils ont fait les 28 députés et ils nous ont fait croire que, bon, maintenant on a une assemblée. Ils ont eu quel impact? Parce que là, le seul argument qu'ils avaient dans la bouche depuis le début, c'est qu'on a empêché la révision de la Constitution. Mais finalement, c'est devant eux qu'ils ont révisé la Constitution. Et après, ils ont dit que les SBA coupaient le courant. N'oublie pas qu'il y a eu coupure du courant. Sinon, il faut laisser. Quelle coupure de courant? Ce n'est pas coupure de courant qui est le problème. Il faut laisser. C'est un prétexte qu'ils ont trouvé. C'est un prétexte. Coupure de courant ou pas, les deux étaient pipés. Ils pouvaient ne pas même aller à l'Assemblée nationale le jour-là. Ils pouvaient s'abstenir de se présenter. Ils sont allés, non? Et après, on nous parle de coupure de courant. Il faut laisser. Donc, en réalité, ces 28 députés n'ont servi à rien. Donc, il n'y a jamais eu de contre-pouvoir au Bénin. Jamais. Parce que Talon s'est arrangé de sorte qu'il n'y ait jamais de contre-pouvoir. Il a gouverné sans opposition et sans aucun contre-pouvoir. Et voilà les résultats maigres que nous avons. Les résultats maigres que nous avons, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas, malgré tout, malgré qu'il a gouverné à 200%, il est incapable de soigner les Béninois, d'aller au secours des malades d'insuffisance rénale. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Hein? Et puis, voilà ce que NDI nous fait comme recommandation. NDI recommande qu'il faut rouvrir le jeu politique électoral. Il y a quoi d'extraordinaire dans ça? NDI dit garantir l'indépendance des institutions, renforcer la confiance entre pouvoir, opposition et citoyens, restaurer les libertés publiques pour consolider la stabilité. Maintenant, après ça, il y a quoi? Est-ce qu'il y a une sanction contre Patrice Talon? Est-ce que NDI peut faire des lobbies pour qu'on puisse sanctionner les entreprises des proches de Patrice Talon? Parce que moi, j'ai vu les États-Unis faire ça aux Russes. Est-ce qu'un NDI peut faire aujourd'hui du lobby pour qu'on puisse interdire le voyage dans certains pays aux gouvernants actuels du Bénin qui sont en train de transformer le Bénin en une entreprise privée? Mais c'est là la question. Qu'est-ce qu'un NDI fait pour ça? Donc, qu'on arrête de se foutre de nous. Qu'on arrête de se foutre de nous. Et moi, je pense que ce que nous sommes en train de voir ici, là, le développement massif des partenariats publics-privés par Patrice Talon, ce développement peut améliorer, c'est vrai, les infrastructures. Mais la manière dont Patrice Talon fait, là, ce partenariat public-privé, là, mais ça peut conduire
notre pays a une dépendance structurelle. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un partenariat public-privé dans l'ambiguïté et le contribuable béninois n'est pas capable de savoir avec certitude les groupes d'intérêt privés qui sont derrière ces PPP, ça c'est un. Deux, le peuple béninois n'est pas capable d'évaluer les services d'infrastructure afin de savoir comment ces PPP-là, ces partenaires, facturent les infrastructures au peuple béninois. Il y a plusieurs graves dangers. Le premier danger, c'est quoi? C'est que si ces partenariats publics-privés ne sont pas encadrés, et qu'il s'avérait que en 1000 morceaux de fil à aiguille, cela revient à un groupe d'intérêts privés qui contrôle tous ces partenariats privés, c'est que le risque, c'est que le Bénin sera capturé. C'est que le Bénin va appartenir à une seule personne. Et tout gouvernant qui viendra après, cette personne va tellement rendre la gouvernance difficile à tout. C'est que le Bénin va devenir sa propriété. Puisque si toutes les institutions, même les bâtiments institutionnels sont contrôlés par ces privés-là, et que ces privés ne sont pas émiettés, que ce sont des groupes qui sont contrôlés par une seule personne, une seule entité, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce que j'avais dit à mon cher ami Regard Croisé. Et à long terme, qu'est-ce que cela va faire? Cela va limiter notre souveraineté. Il y a des endroits où l'État ne peut pas permettre cela. Quand on prend le port, par exemple, le port qui est un instrument de souveraineté, on fait un partenariat public-privé avec un certain port d'Anvers. Et de fil en aiguille, nous sommes en train d'apprendre que le port d'Anvers n'est peut-être pas le port qu'on pense, mais peut-être c'est une société privée qui serait nommée port d'Anvers. Et on fait un partenariat public-privé dont le peuple béninois ne connaît même pas la consistance, ne connaît même pas la substance, ne connaît même pas les objectifs visés, ne connaît même pas les cahiers de charges de ses partenaires. C'est dangereux pour le port, le premier poumon de l'économie béninoise. Quand on prend le domaine de l'énergie, c'est la même chose. L'eau, même notre eau, l'eau que le Béninois va boire, on ne peut. C'est des domaines de souveraineté. On ne peut pas faire un partenariat public-privé dans l'État doit assurer ces domaines-là. Parce que, écoutez, ça veut dire que notre santé est aux mains des privés. Si un privé contrôle l'eau qu'on doit boire, nous pouvons être à la solde. Excusez-moi d'être un peu complotiste, hein, c'est une parenthèse. On peut être à la solde d'un groupe d'intérêt privé pervers qui est peut-être allié à des groupes pharmaceutiques. On connaît très bien les industries pharmaceutiques, comment ils peuvent nous rendre malades et après venir nous vendre des médicaments. Mais l'eau, le secteur de l'eau ne peut pas faire l'objet d'un partenariat public-privé comme ça, contrôlé par des groupes d'intérêt privés. L'État doit travailler à pouvoir gérer au moins ces secteurs-là. On peut faire des partenariats public-privés dans certains secteurs. Mais le secteur de l'eau, c'est triste. C'est triste. Et puis, on construit des routes, on ne crée pas de richesse, on ne crée pas de nouvelles entreprises, on ne crée pas des entrepreneurs, mais chaque jour, on augmente les impôts, on augmente la taxe. Et là, on dit que le pays est solvable. La solvabilité du Bénin se résume à la capacité de notre gouvernement à nous appauvrir et à nous faire payer beaucoup d'impôts. C'est ça ce qu'ils appellent solvabilité. Aujourd'hui, la solvabilité du Bénin se résume à la capacité de notre gouvernance à être inhumain envers son peuple,
a pressuré le peuple béninois à payer tellement d'impôts. Regardez, on a doublé systématiquement tous les péages au Bénin. On a doublé systématiquement les péages. Mais le Béninois qui doit payer les impôts, on ne crée pas des conditions, on ne recrute pas. Récemment, nous avons encore appris qu'au niveau de SRTB ou bien l'ancienne ORTB, il y a des licenciements qui sont prévus. Peut-être que Biafrica va nous parce que je ne maîtrise pas bien ce dossier-là, mais j'ai appris, je ne suis pas encore allé dans le fond du dossier. Mais moi, je vais dire, bien, tant pis pour ces employés, ces fonctionnaires de SRTV ou bien ORTB, tant pis pour eux. Parce qu'ils étaient où? Ils étaient où quand ça a commencé au niveau de Sonapra? Quand on a licencié beaucoup de fonctionnaires, des licenciements abusifs, des licenciements inhumains. Ils étaient où quand ils ont fait la même chose au port autonome de Cotonou? Ils étaient où? Sonacop. Ils étaient où? Beaucoup de structures qui sont fermées. On a renvoyé des pères de famille qui travaillaient, qui avaient quand même une carrière dorée. On les a chassés. Ils étaient où? Quand on a mis à la retraite anticipée des militaires et des policiers. Plus de 1000. Ils étaient où? Alors qu'eux, ils travaillaient dans une télévision, ils pouvaient dénoncer. Osunouvou là, Osias Osunouvou là, qui parlait qui a dénoncé Yaïwoun dans ce pays que j'oubliais même l'expression. Qui peut me rappeler l'expression? Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie, oui, et que devenu aussi, ORTB aussi devenu aussi. Osias Osunouvou, il est où? Maintenant qu'il est du bon côté du système, il ne parle plus. Maintenant, il a perdu cette capacité citoyenne qu'il avait à dénoncer. Il n'a plus de morale, il n'a plus de conviction maintenant. Tout est bon pour lui. C'est triste pour notre pays. Maintenant, on parle de ORTB. On dit qu'il y a des licenciements qui sont prévus. Ces pères de famille vont payer les impôts comment? Ces pères de famille vont payer les impôts comment? Donc, ça veut dire que c'est l'économie. Tout le travail que ces pères de famille ont eu à faire pendant des années, ils vont payer, ils vont continuer par payer les impôts, ils vont payer, comment on appelle le truc là? Les péages, ils vont payer l'électricité chère. Une électricité je ne vois pas la différence aujourd'hui entre l'électricité que Patrice Talon produit pour le Béninois et ce que Yahi Boni avait produit. Il n'y a pas de différence. La Echieta là, et Gauthier Gota là, ça n'a jamais cessé au Bénin. Ou bien s'il y a des gens qui sont encore au Bénin, bon, donnez-moi les informations dans les commentaires. Ça n'a jamais cessé. Mais les Béninois payent aujourd'hui une électricité encore plus chère. On a confié la société béninoise d'énergie électrique. On a mis en affermage ou bien quoi, ou bien en gestion déléguée. Et puis, bon, ce sont des cadres d'autres pays qui vont gérer nos sociétés, comme si les Béninois ne sont pas intelligents. Maintenant, comment on peut faire ce transfert de compétences? Si nous n'arrivons, nous ne pouvons pas nous-mêmes gérer nos grandes sociétés. On ne peut pas gérer notre port. On sert à quoi? C'est comme si on dit, c'est ta maison, mais reste là, on va gérer, on va te donner à manger. C'est-à-dire, on ne gagne pas en compétences, mais on ne gagne même pas dans la qualité du service, mais aussi, c'est-à-dire, normalement, le coût du service doit être amoindri. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Le pays, nous sommes en train d'aller quelque part, vraiment, c'est triste. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Patrice Talon fait semblant de vouloir partir et il va mettre là maintenant à la Kassavi. C'est comme ça que vous l'appelez, non? Le fils de Alakassa, là. Le fils de Alakassa, qu'on nous a annoncé ici qu'il serait beaucoup plus virulent et plus rigoureux que Alakassa. Ça veut dire que, Béninois, vous allez payer impôt, vous allez chier. Même pour chier, vous allez payer impôt.
Vous chiez, vous allez payer un impôt sur vos chiottes. Apprêtez-vous, hein, apprêtez-vous à ça. Et c'est quelques-uns là qui se taisent simplement par peur ou par amour à leurs conditions d'esclaves. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez pleurer silencieusement. Et vous allez avoir tension. Parce que si vous souffrez, et malgré que vous souffrez, quand vous avez peur, vous êtes obligé de faire l'éloge de celui qui vous fait souffrir. C'est que vous avez emmagasiné votre douleur en vous-même. Vous allez avoir tension, vous allez avoir hypertension, vous allez avoir insuffisance rénale et il n'y aura personne pour vous soigner. Vous n'avez encore rien vu. Hein? Vous n'avez encore rien vu. Restez tranquille. Donc, ceux-là qui ne sont pas d'accord, continuez de dire non. La chose la plus dangereuse à ne pas faire, ne vous confortez jamais dans l'esclavage. Ne prenez pas votre situation comme une situation normale. Ne normalisez pas votre souffrance, parce que si vous normalisez la souffrance, c'est là le plus dangereux. Là, c'est le contrôle des esprits. Là, on contrôle vos esprits, ils contrôlent le récit, et puis ils feront de vous ce que vous voulez. Ne tombez jamais dans ça. Donc, merci bien, Africa. Voilà ce que j'ai à dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Restez vigilants. Nous allons continuer par dire la vérité, pas le dire à notre manière, pas dénoncer. On n'a pas besoin que NDI vienne valider. On n'a pas besoin de validation. Le pays nous appartient et nous avons besoin de notre pays. Nous avons besoin des fils et filles de notre pays pour défendre le pays. Parce que si on doit toujours attendre des institutions internationales pour venir nous défendre, pour venir nous dire ce qui se passe dans nos pays, c'est que nous ne sommes pas encore prêts pour être en démocratie. Donc voilà ce que j'ai à dire, Africa. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui m'ont suivi avec attention. J'ai été un peu long, mais bon, il le fallait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste un mot, mais leur mission... Oui, doit se regarder, j'en viens. Au moins, leur passage à Cotonou a quand même un avantage pour le Russe, pour moi, pour Georges, en tout cas nous qui prenons la parole contre la gestion calamiteuse du pays. Parce que si c'est demain matin, le Russe dit tous les éléments qu'ils ont relevés dans la gouvernance, les clubs vont venir, ils vont dire que le Russe a la reine contre Patrice Talon. C'est parce qu'ils n'aiment pas Patrice Talon qui le dit. Est-ce que ceux qui sont venus, les gens qui n'ont aucun intérêt politique au Bénin, qui ont relevé toutes ces insuffisances-là, est-ce qu'on dira de ces personnalités-là que ces personnalités ont aussi la reine contre Patrice Talon? Donc, ça a quand même cet intérêt de nous couvrir dans une certaine mesure. Parce que quand nous parlons, on dit, c'est parce que vous voulez prendre la place de Patrice Talon. Vous voulez manger. Est-ce que l'ancienne présidente de la Centrafrique veut aussi manger? C'est pour ça qu'elle a relevé toutes ces insuffisances. Donc, c'est les éléments quand même importants, même s'il n'y a rien de nouveau dans le rapport. Non. Merci, bien, Africa. Merci. Au moins, eux ne sont pas apatrides comme nous. Exactement, parce que moi, par exemple, on me dit que je suis apatride, je n'aime pas le Bénin. C'est pour ça que je dis libérer les gens. Quand tu dis libérer les innocents qui sont en prison, c'est parce que tu n'aimes pas le Bénin, parce que tu es apatride, parce que tu as la reine comme Patrice Talon. Mais quand un ancien président de Cap-Vert vient au Bénin, un ancien président centrafricain vient au Bénin et dit les mêmes choses, est-ce qu'on va penser que ceux-là aussi veulent prendre la place de Patrice Talon, veulent le chasser du pouvoir? Donc, il faut que les gens redescendent sur terre. À un moment donné, nous, tout ce qu'on dit, c'est pour améliorer le vivre ensemble, pour qu'on rassemble les Béninois autour de la devise de notre pays, fraternité, justice et travail. Il faut rassembler tout le monde. Ça ne fait pas de nous nécessairement des apatrides parce qu'on n'aime pas le pays. On ne va pas applaudir les gens qui sont en train de torturer nos compatriotes. Ne nous demandez pas d'applaudir. Quand vous allez kidnapper quelqu'un à Abidjan et vous l'enfermez 23 heures sur 24 dans une cellule, c'est de la torture. Et c'est puni par la justice internationale. Peut-être maintenant, ils sont là, ils n'auront rien, mais tôt ou tard, ça va les rattraper. Et nous, en dénonçant ces faits, on les aide même à se corriger, à améliorer la façon dont ils gèrent le pays. Donc, moi, j'en tire d'abord tout au moins
cet intérêt-là, de cette mission, ça vient nous conforter dans nos positions, tout ce qu'on dit ici depuis des années par rapport à la gouvernance désastreuse de notre pays depuis 2016. OK, donc on va revenir ici. Je sais que Son 23 va prendre la parole dans quelques secondes, le temps de permettre une ou deux motions. Doyen Sauvegarde, vous pouvez y aller pour votre motion et puis après, on va vous donner la parole à Son 23. Oui, c'est juste, est-ce que c'est vraiment une motion? Oui, c'est juste un complément à ce que M. Le Russe a dit en termes de souveraineté par rapport au rapport. Il y a une dimension que le rapport n'a pas abordée et que moi, j'aimerais quand même qu'on mette sur la table parce que c'est une dimension de souveraineté. On est en train de nous dire aujourd'hui qu'on va faire pour un montant, je n'ai pas vérifié l'information, mais de 150 milliards de nos francs qui vont être consacrés à un complément alimentaire qu'on octroierait aux enfants, aux nouveau-nés, aux personnes et autres. Et on a entendu un discours par rapport à ça. Je trouve franchement, en toute sincérité, lamentable de ne pas consacrer 150 milliards de ces francs-là qu'on veut attribuer au complément alimentaire à faire une expérimentation de reproduction du projet Songhai quelque part ailleurs au Bénin pour produire du manioc, de l'igname et du sorgho, du mil et autres qui vont servir au niveau des compléments alimentaires plutôt que de donner cet argent-là à une structure extérieure qui ne va justement sur laquelle on n'aura aucun contrôle par rapport à ce qu'on va mettre dans les repas des enfants, surtout qu'à terme, la menace de réduire notre population nous pend au nez et que le président de la République lui-même a donné une interview sur une chaîne de télévision française que j'ai captée avec un journaliste vedette dont le nom m'échappe, Darius de Rochebain, tout le monde peut vérifier, où Patrice Talon est allé dans le sens de ce que la population pourrait être réduite parce qu'on n'a pas, comment on appelle, on n'a pas les infrastructures, justement, les écoles et autres. Si on n'a pas les écoles, si on n'a pas les laboratoires, les infrastructures qui vont faire en adéquation avec une démographie galopante, l'ambition, c'est de pouvoir les construire plutôt que de construire des routes à des milliards dont on ne sait vraiment pas à quoi ça sert. Parce qu'au moins, là, on aura l'utilité de ce qu'on aura investi qui va pouvoir être productif, puisque si on produit quelque chose, ça va servir à l'alimentation. Et puis, il a parlé de l'eau aussi. Un secteur comme l'eau, on ne peut absolument jamais, surtout que cette menace nous pend au nez, le remettre en main étrangère. Vous voyez, un peu comme la culture, on est en train de nommer quelqu'un au niveau de la culture, de notre culture à nous, qui va représenter la culture, mais qui est un expatrié finalement, qui n'est pas... Est-ce qu'il va pouvoir pénétrer les couvents? On ne va pas lui livrer les secrets. De toute façon, c'est artificiel. Alors, je me demande qu'est-ce qu'on recherche finalement en faisant tout ça. Donc, remettons les choses vraiment à terre, discutons-en, et c'est ça ce que nous avons toujours dit sur ce panel, qui est tellement important et que d'autres yeux neutres, indépendants, sont venus confirmer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petite motion complémentaire, si vous me permettez. Mais il y a encore de graves choses que le rapport NDIA a peut-être oublié de le dire. Hein, il y a l'expropriation des terres des Béninois au profit des groupes d'intérêt privés. C'est dangereux, ça, là. C'est triste, ce qui se passe. L'expropriation des terres des Béninois au profit des groupes d'intérêt privés.
On exproprie les terres des Béninois. Et voilà, on va construire des hôtels. Le grand remplacement, des pauvres, des riches contre les pauvres. Ah, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et l'autre chose, c'est le système sécuritaire, le danger sécuritaire à nos frontières et le laxisme dont fait preuve nos gouvernants. Parce que chaque jour, nous entendons, c'est parce que nous n'avons pas envie de faire de la publicité gratuite pour les terreaux qu'on n'en parle pas sur nos panels. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas en parler parce que ce débat, c'est souvent un couteau à double tranchant. Le terreau est content qu'on puisse dire, qu'on puisse chaque fois parler d'eux, qu'ils sont en train qu'on puisse parler de leurs actions. Et ils sont contents parce que c'est le résultat qu'ils veulent, la psychose générale. Et je pense que le gouvernement se cache derrière cette faiblesse. Le gouvernement se cache derrière cette faiblesse pour ne pas réellement bien agir. Parce qu'ils savent, à vouloir trop en parler, on va dire, bon, nous relayons les informations des terreaux. Maintenant, pendant que nous n'en parlons pas, qu'est-ce que le gouvernement fait réellement pour rassurer le peuple béninois? Parce que même si nous n'en parlons pas, il y a des Béninois qui entendent. Là où les terreaux agissent, il y a une population là-bas, il y a des gens qui ont des cousins, qui ont des frères, donc de bouche à oreille, ça passe. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que ça aussi, le rapport de MDI doit mettre dedans. Lorsque un gouvernement l'assiste envers la protection, la sécurité de ses citoyens, il y a un problème qui se pose. Il y a un véritable problème qui se pose. Quels sont les moyens que le gouvernement est en train de prendre, de mettre en place pour protéger sa population? Qu'on en parle. Et pour finir, le rapport n'a pas précisé ce qui se passe dernièrement. Après la tentative échouée de Pascal Tigri, cette vague d'arrestation, d'interpellation, est-ce qu'on profite de la pluie pour pisser dans le pantalon, excusez-moi d'être vulgaire? Est-ce qu'on ne profite pas de cette situation pour régler des comptes politiques? C'est une question, c'est une interrogation. Parce que quand on voit la manière dont on mène les interpellations, et les figures qui sont souvent interpellées, ce sont des figures quand même les plus percutantes. Je dirais la dernière ligne rouge de la résistance. Quand je vois le président Azanaï qui est arrêté, et jusque-là, on ne sait pas encore réellement ce pourquoi on l'a arrêté. Quand on voit par exemple Alassane Tigri, l'ancien ministre Alassane Tigri, nous attendons. Qu'est-ce qu'on reproche à ces personnes-là? Regardez la petite Florence. Qu'est-ce que Florence a à voir avec Tigri? Qu'on aille envoyer cette petite en prison juste parce que la petite a parlé. Et le gouvernement est dans les détails, dans ces petits détails-là, pendant que nous avons de sérieux problèmes. Le rapport doit parler de ces choses-là. C'est triste ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment triste. Nous avons déjà franchi le Rubicon il y a longtemps. Donc voilà ce que je voulais ajouter, Biafrica. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc les amis, on est quand même plus de 700 en ligne. Je viens de vérifier dans les statistiques, j'ai comme plus de 500 personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Donc abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications pour les prochains lives. Donc on a quand même un grand nombre de gens qui nous suivent actuellement qui ne sont pas abonnés à la plateforme Biafrica Web TV. On a la version Facebook et la version YouTube aussi, ça dépend où vous vous abonnez, là où vous êtes vraiment à l'aise. Ok, Somme 23, enfin, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêts. Ouais, je salue le panel, je salue le Russe, et je salue tous ceux qui sont en train de suivre ce live. Bon, moi, j'ai reçu le rapport de NDI avec beaucoup de plaisir, hein, parce que ils ont dit simplement ce que nous avons toujours dit. Donc, ça prouve clairement qu'on n'a jamais été contre quelqu'un, mais on a toujours été contre la manière de gérer, contre les méthodes. Surtout pour moi qui a été un soutien des premières heures. J'ai été un artisan de l'avènement de ce pouvoir, un soutien des premières heures. Je ne peux qu'être satisfait. Je pense que j'ai fait le bon choix de me désolidariser totalement de cette gouvernance-là.
Donc, je pense que NDD a fait un très bon travail, un très, très bon travail. Le travail n'a pas été complet, je pense, parce qu'il manque quand même quelques points aussi à souligner, des emprisonnements à tous azimuts, il y a beaucoup de choses qui doivent compléter, mais quand même, ils ont juste fait 4 jours. 4 jours de travail pour nous produire ça. Je pense que c'est bon quand même, 4 jours de travail. Je pense que dans l'ensemble, ils ont fait ce qu'il fallait. Et l'autre chose, c'est que j'aimerais dire que, en fait, nous sommes dans... Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et je pense aussi que c'est peut-être pas ignorance. Et aussi parce que les gens ne nous expliquent pas assez bien les choses ou bien ils ne nous référencent pas assez bien. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'aurais aimé que le Russe avait dit qu'il allait vérifier, mais il n'a pas pu me recevoir le jour-là, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je suis resté longtemps dans les trucs là. Mais bref, le Russe, vous, quand vous expliquez les choses, vous ne référencez pas, et ça, je le dis, hein, parce que je pense que je dois faire mon mea culpa quelque part, même si ce n'est pas sur toute la ligne. Quand on disait la résistance, moi, je ne comprenais pas ce que vous mettiez dans la résistance. Pas du tout. Donc, pour vous dire la vérité. Je trouvais que ça ne faisait rien, que ça ne donnait rien, que ça ne... Mais c'est en lisant Étienne Lavoie ici, un discours de la servitude volontaire. C'est en lisant ça récemment, mais que j'ai compris tout ce qu'Azanay disait. Mais les Russes nous auraient référencé depuis. On aurait compris. On serait allé chercher ce document, on l'aurait lu et on aurait compris clairement ce qui se passait. On voyait ce qui se passait, mais on n'avait pas, pour les gens qui sont allés à l'école, ils veulent comprendre. On n'avait pas vraiment on n'avait pas bien compris. Donc, c'est récemment que moi, je suis allé chercher la voix ici. Et puis, je me suis rendu compte dans quel état on vivait et des méthodes pour pouvoir arriver à notre fin. Et j'ai compris clairement le discours d'Azanaï. J'ai compris aussi en partie, je précise en partie, le discours du Russe parfois, mais j'ai compris quand même que face à un tyran, je suis allé même jusqu'à comprendre que les coups d'État ne sont pas du tout la solution. Parce que les coups d'État, la politique disait que c'est de la tyrannicide. Ça, quand on prend de la tyrannicide pour inculquer un tyran, ça laisse place à d'autres tyrans. Donc, finalement, j'ai vraiment compris ce qu'il fallait faire, dans quoi on était, embarquer ce qu'il fallait faire. Donc, je pense que maintenant que nous sommes totalement dormis, il faut... Attendez, excusez-moi. Donc, Ah, j'ai fermé le micro maintenant. Si tu veux continuer, tu peux l'ouvrir. je suis là. Ok. Je pense que, comme nous sommes totalement dormis maintenant, le leader, le coordonnateur national de la résistance a été arrêté. On ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Donc, à cause de ce qui s'est passé le 7, les gens ont profité pour donner encore des coups politiques. Donc, toute cette situation font aujourd'hui que la résistance est la seule chose, la seule voie crédible aujourd'hui pour pouvoir arriver à notre fin. Parce qu'on a essayé de faire confiance aux tyrans, naïvement peut-être, hein, mais bon, on a voulu jouer le jeu, on a pensé que les gens avaient encore une petite forme de démocratie en eux, mais on a compris à nos dépens. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que finalement, on a compris et que NDI est venu simplement nous aider. Mais c'est le moment de se battre, quoi. C'est de continuer, pas se mobiliser, pas tenir le même discours, pas améliorer notre discours, pas mieux référencer les choses, pas mieux expliquer les choses afin que les gens puissent comprendre ce dans quoi on est, quoi. Parce que nous sommes vraiment dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Et si les gens peuvent, que chacun aille chercher le discours de la servitude volontaire, parce que nous sommes clairement dans la servitude au Bénin. On a un tyran et puis tout le monde est soumis.
Donc voilà quoi. Merci. Ok, merci beaucoup, somme 23. Je pense que c'est Maison. Oh non, c'est monsieur, je ne vois pas bien le nom. Monsieur le conseiller. Monsieur le conseiller, est-ce que vous êtes là?